Bonsoir et bienvenue à tous dans le Grand News à la une de ce mardi soir. À quoi ressemblait la vie dans le camp d'Indoménie? C'est ce que nous explique Loulou Daki. خلاص روح مشي زبون يلا لا تسند عليها لا تسند عليها بتوقع هاي يلا يا بون دونيستون بون يلا يا بون دونيستون بون يلا بون بون Gut Europa, gut. L'extrême droite avait pris la tête de la cause de la course à la présidentielle à l'issue du premier tour qui s'était déroulé, je vous rappelle, aujourd'hui. L'analyse de Philippe Ricard, il est le chef de notre service international politique. Du pouvoir, les électeurs lui ont claqué la porte au nez. Avec 50,3% des voix, c'est l'écologiste Alexander Van der Bellen qui vient d'être élu président de l'Autriche au terme d'un second tour très serré. Avec nous pour décrypter ce résultat, Philippe Ricard. Alors, ces victoires du candidat écologiste, c'est une vraie surprise puisque le candidat au premier tour avait un retard de plus de 30 points. Comment est-ce qu'il a refait son retard? C'est une vraie surprise. Disons que c'est une surprise espérée dans la mesure où effectivement M. Van der Bellen avait un énorme retard de 30 points sur Norbert Hofer, le candidat de l'extrême droite du FPE, qui était arrivé en tête du premier tour avec un peu plus de 35% des voix. Mais je pense qu'il y a eu une espèce de sursaut citoyen. Ça n'est pas un front républicain, ce n'est pas tellement dans la tradition autrichienne. Les deux grands partis au pouvoir pourtant qui forment une grande coalition, c'est-à-dire les sociodémocrates autrichiens et les conservateurs autrichiens, avaient trébuché eux aussi au premier tour. On fait les frais d'un vote très protestataire de la part de l'électorat autrichien au profit de l'extrême droite. Anti-establishment. Anti-establishment, anti-grande coalition, trouvant que cette grande coalition droite et gauche, ça ne donnait pas beaucoup de résultats, qu'il y a beaucoup de blocages en fait, entre les conservateurs et les sociodémocrates. Donc il y avait clairement un vote de rejet du gouvernement autrichien. Dans l'entre-deux tours, il y a eu un changement de chancelier. Werner Faymann a été remplacé par Christian Kern, qui est lui aussi social-démocrate, mais ça a permis, je pense, aux deux grands partis de l'establishment, on va dire, de montrer qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient entendu le message de protestation, donc ça a joué. Et même en l'absence de front républicain, je crois qu'il y a eu aussi une mobilisation de citoyens, en fait, qui se sont dit que c'était peut-être mauvais pour l'image de leur pays, et qui voyaient M. Hofer comme un bon porteur, un bon porte-parole d'une certaine protestation, mais pas encore comme chef d'État et gouvernement aux manettes du pays. Alors à l'issue de ce scrutin, on a le sentiment que l'Autriche est électoralement coupée en deux entre les gens qui ont voté pour le FPE et ceux qui ont voté contre. Est-ce que les Autrichiens vont se réveiller avec la gueule de bois?
Alors, certains vont se réveiller tout à fait soulagés par ce résultat, parce qu'on voit quand même que c'est court, hein, c'est environ 31 000 voix d'avance pour le candidat Alexander Van der Bellen, proposé par le Parti écologiste, mais avec le soutien de tous ceux qui s'opposent à l'extrême droite, finalement. Donc, M. Van der Bellen, finalement, a réussi à se positionner vraiment comme le bouclier contre l'extrême droite. Donc, pour une bonne partie de l'opinion publique autrichienne, ça va être un ouf de soulagement. C'est vrai que le pays va être probablement très divisé, et que le vote d'ailleurs suit aussi des lignes de clivage entre les villes qui ont plutôt voté pour le candidat Van der Bellen et les campagnes, les lenders plus ruraux qui eux ont apporté des suffrages massifs pour l'extrême droite. Donc il y a certainement effectivement des divisions qui vont compliquer la vie d'ailleurs de la grande coalition, puisque c'est finalement la grande coalition qui va être maintenue au pouvoir de fait, entre les conservateurs et les sociodémocrates, qui sont les perdants du premier tour, mais qui là minimisent la casse et vont se retrouver face à un président de la République qui a promis de conserver le gouvernement tel qu'il est et de ne pas précipiter les échéances électorales, les prochaines législatives étant prévues plutôt pour 2018. Alors ce scrutin a été très observé par les partis d'extrême droite un peu partout dans l'Europe. Quel rôle a joué l'euroscepticisme dans ce scrutin ? Alors, l'euroscepticisme, c'est un des fondamentaux du parti d'extrême droite FPE en Autriche. C'est clair que c'est un parti qui, comme d'autres confrères en Europe, notamment le Front National, mise sur cette carte. Cette fois-ci, l'euroscepticisme est surtout venu par le biais de la crise migratoire, en fait. La crise migratoire a permis au FPE, au moins avant le premier tour, de matraquer tous ces arguments contre le dysfonctionnement de l'Europe, contre la politique trop généreuse à l'égard des réfugiés que Mme Merkel avait prônée, avec le soutien du gouvernement autrichien d'ailleurs dans un premier temps. Ce gouvernement ensuite, le chancelier Faymann s'est plutôt tourné vers Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, pour resserrer les conditions d'accueil et de transit des réfugiés vers son pays, vers l'Allemagne. Donc c'est plus par ce biais-là que le FPE a beaucoup gagné de voix, je pense, au premier tour, avec un discours anti-européen, mais plus lié à la gestion par l'Europe de la crise migratoire, un discours très identitaire également, pour beaucoup anti-islam, qui lui a permis de rassembler un certain nombre de voix. Mais dans l'entre-deux tours, sachant qu'il fallait quand même qu'il rassemble au-delà d'un vote de protestation, et au-delà de ses partisans peut-être habituels, M. Hofer, pour l'extrême droite, a essayé de recentrer son discours et à dire simplement qu'il n'était pas eurosceptique, en tout cas il n'était pas contre la sortie de la zone euro ou de l'Union européenne, qu'il souhaitait juste réformer l'Union européenne. Mais manifestement, ce sont des gages qu'il a donnés qui n'ont donc pas suffi. Merci Philippe pour toutes ces précisions. Et pour continuer de suivre cette élection, rendez-vous dans les pages internationales du Monde et du Monde.fr. Bonne visite. Retrouvons tout de suite les moments les plus forts du Festival de Cannes qui s'est achevé, je vous le rappelle, avant-hier. Tous ces moments clés ont été sélectionnés par toute la rédaction. Regardez. Ça fait plaisir que vous soyez en France parce que ces dernières années, vous avez beaucoup tourné en Europe alors que vous n'êtes même pas condamné pour viol aux États-Unis. Non, et puis... Nous avons le plaisir d'accueillir le numéro 7.
Palme d'Or goes to I, Daniel Blake. So we must give a message of hope. We must say another world is possible and necessary. Un autre monde, c'est possible, mais c'est nécessaire. Merci beaucoup. Merci. Je vous le disais hier, Boko Haram veut s'implanter en Afrique centrale et ainsi attiser de nombreux conflits locaux. Mais qu'en pensent les autres politiques? Un reportage donc de nos correspondants justement en Afrique centrale. Regardez. Boko Haram depuis 2009, enlèvement, attentats kamikazes, le groupe affilié à l'État islamique continue de terroriser le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger, et cela malgré l'offensive militaire régionale. Pour en parler, nous recevons Bakary Samb, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Vous coordonnez également l'Observatoire des radicalismes et des conflits religieux au sein du Timbuktu Institute. Bonjour. Bonjour. Les pays régionaux ont-ils échoué face à Boko Haram? Ce serait peut-être tôt de le dire, mais on peut dire que dans la stratégie qui a été adoptée, il y a eu des ratés. D'abord, dans l'opération Arrow, ces forces n'ont pris en compte que... L'opération Arrow, c'est la coalition militaire des 4 pays, donc Nigeria, Niger, Cameroun et Tchad. Absolument. Ces pays-là ont pris seulement en compte les pourtours du bassin du lac Tchad, alors qu'en ce moment se développent des cellules internes de Boko Haram au Nigeria, au Cameroun et dans d'autres contrées de ce bassin du lac Tchad. La deuxième chose, c'est que l'opération militaire n'a pas pris en compte aussi l'évolution de la stratégie de Boko Haram, qui est en train d'étendre le front de plus en plus vers l'Afrique centrale, mais aussi avec de nouvelles filières d'armement à partir du Soudan. Alors François Hollande, lors du dernier sommet sur la sécurité qui s'est tenu à Abuja au Nigeria, a demandé à ce que la communauté internationale fasse plus pour lutter contre Boko Haram en termes de moyens militaires. Est-ce que c'est la bonne stratégie selon vous? Les stratégies militaires sont inefficaces contre le terrorisme. Elles ne sont pas durables. C'est aujourd'hui la principale question qu'il faut se poser. Les Américains, vous savez, sont restés plus de 10 ans en Afghanistan. Il y a encore des talibans. Au nord du Mali, il y a l'opération Serval, renforcée par Barkhane. Il y a encore, non seulement encore des djihadistes, mais la multiplication de groupes djihadistes descendant de plus en plus vers le centre et vers le sud, avec notamment le Front de libération du Massina, mais aussi les groupes avec Souleymane Keïta, jusqu'à aboutir récemment aux attaques qu'on a connues, aussi bien au Burkina Faso, mais aussi à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Alors vous annoncez également dans votre ouvrage consacré à Boko Haram qu'une mutation est en train de s'opérer à la tête même du mouvement. Ceci est observable dans les dernières vidéos où le personnage qui est le plus mis en avant était plutôt Bana Blachera, qui est originaire du Cameroun, qui par ailleurs est chargé des questions logistiques, qui a bien géré les derniers événements en ouvrant de nouvelles filières d'armement jusqu'au Soudan vers l'Afrique centrale, mais qui petit à petit se substitue à Aboubacar Shekau. Et selon certains observateurs, son profil serait beaucoup plus lisse pour accélérer le processus d'allégeance entre Boko Haram et Daesh. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire qu'on assiste maintenant à une réelle régionalisation du conflit, non pas en termes d'extension militaire seulement, mais aussi dans le changement de leadership. Shekau est assez affaibli, nous dit-on, mais Blachera tient les choses avec de nouvelles filières d'armement et développe une stratégie beaucoup plus tournée vers l'Afrique centrale, et ce qui pose ces craintes que nous avons tous de parasitage de conflits locaux, de conflits ethniques, confessionnels, si l'on sait que la Centrafrique n'est pas encore complètement stabilisée et que d'autres zones de cette Afrique centrale-là sont de véritables bourbiers. Alors vous êtes sénégalais et aujourd'hui le Sénégal est sur le qui-vive après les attentats terroristes dans les pays voisins, au Burkina Faso, au Mali et puis récemment
en Côte d'Ivoire. Et puis il y a eu ces derniers mois une vague d'interpellations de djihadistes présumés au Sénégal. Pourquoi, selon vous, une partie de la jeunesse sénégalaise biberonnée à l'islam soufi des confréries est-elle aujourd'hui attirée par le discours salafiste ou wahhabite? Pour que ces confréries demeurent un rempart durable contre le djihadisme, il faut deux choses. Premièrement, il va falloir une didactisation du message soufi pour que les jeunes, de plus en plus attirés par les nouveaux modes de communication, par les nouvelles technologies, ne répondent pas aux sirènes du salafisme et du wahhabisme et qu'il y ait une rationalisation progressive du discours soufi. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les confréries gardent toute leur crédibilité par rapport à leurs accointances répétitives avec les pouvoirs politiques et les régimes en place. Si l'on sait qu'on est dans une région peuplée en grande majorité de jeunes et où le thème politique majeur mobilisateur est surtout la contestation. Alors justement, vous avez lancé le Timbuktu Institute, qui est un centre de réflexion. C'est pour répondre à ces besoins-là? Nous sommes dans un monde globalisé où circulent des biens symboliques, des biens spirituels, des biens idéologiques. Si, dans ce contexte grave, l'offre africaine en termes d'alternatives n'est pas positionnée, notre jeunesse va consommer d'autres offres. La réflexion est simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je l'ai beaucoup dit, y compris dans des pays arabes, que le monde arabe, l'islam qui est pratiqué a montré un certain nombre de limites avec la violence en Algérie, la violence aujourd'hui avec l'émergence de Daesh, et qu'aujourd'hui, je le pense sincèrement, que le monde musulman, la Oumma, aurait des choses à apprendre en Afrique, c'est-à-dire comment vivre un islam comme étant un facteur de cohésion sociale et non un facteur de déstructuration des sociétés. Et je pense que sur ce point-là, je le rappelais tantôt avec cet ouvrage magnifique de Cheikh Moussa Kamara de Ganguel au 19e siècle, qui déjà écrivait un ouvrage appelé Condamnation du djihad. Aujourd'hui, l'Afrique a des choses à faire valoir. Au lieu d'être un continent perpétuellement qui importe des idéologies, l'Afrique peut se positionner en un continent qui propose des alternatives. Merci Bakary Samb d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle votre ouvrage Boko Haram paru aux éditions Timbuktu. Et puis retrouvez en ligne d'autres articles consacrés au terrorisme en Afrique. À bientôt. Prochaine rediffusion du Grand News, c'est ce soir à minuit et demi. À 21h, vous n'oublierez pas Céline Dion. Elle a accordé une interview exceptionnelle au groupe M6. Je vous souhaite une très belle fin de soirée sur cette antenne. Je vous retrouve donc à 20h15 demain, enfin, j'espère.